Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler tout simplement d'un film cultissime, puisqu'il marque, pas forcément officiellement, mais quand même beaucoup de gens le disent, les débuts du nouvel Hollywood, donc sorti en 1967, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Oui, je fais pas ça avec la vraie tonalité et tout, je suis un peu malade de toute façon. Mais oui, le morceau de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot sorti l'année d'après doit beaucoup à cette œuvre cinématographique réalisée par Arthur Penn, ou Arthur Penn, si vous préférez à la version originale. Et au casting, pour interpréter Bonnie et Clyde, nous avons Faye Dunaway et Warren Beatty. Voilà. Et on reconnaît dans un second rôle, alors c'est pas ses débuts, mais un de ses premiers rôles quand même, Gene Hackman. Voilà. Il y a également Michael J. Pollard ou Estelle Parsons, pour ne citer que les principaux. Ah oui, si. Il y a également, lui aussi, pratiquement ses débuts, Gene Wilder. Voilà. Assez loin de son rôle dans Charlie et la chocolaterie. Quoique. Bon. Donc, évidemment, nous avons ici un road movie, film criminel de gangster, passionnel quelque part, qui donc a révolutionné le cinéma pour plein de raisons. Évidemment, en reprenant la figure de ces deux criminels qui ont vraiment existé historiquement, hein, peut-être le duo de gangsters le plus célèbre du Texas, du moins au XXe siècle, et parce que les libertés prises ici inspireront tant et tant de metteurs en scène par la suite, à savoir que c'est sorti la même année que le Lauréat, qui est une autre, on va dire, porte d'entrée du nouvel Hollywood, autrement, mais avec cette idée de, on va dire, bouleverser certaines conventions. Donc ici, ça se déroule durant la Grande Dépression, au début des années 30, hein, grosso modo, et un beau jour, Clyde Barrow décide de subtiliser une voiture, mais malheureusement pour lui, ou heureusement, la dame la fille de la dame qui appartient à la voiture voit cela et empêche ceci, sauf que un petit jeu va s'installer entre les deux, puisque cette jeune fille, donc jeune adulte quand même, Bonnie Parker, visiblement tombe sous le charme et va faire du charme à Clyde Barrow, et très très vite les deux vont s'associer. Scène d'introduction sur laquelle je reviendrai peut-être plus en détail, parce que ça marque directement quelque chose de fort pour le film. Et les deux vont un petit peu partir, oui, comme ça, vivre leur vie en road trip, sachant que Clyde Barrow est un petit, voilà, voyou, enfin, petit. Il aurait braqué des banques et tout, il a un flingue, il voulait voler une voiture, et après, pour impressionner Bonnie, clairement, il va subtiliser directement une petite station-service ou quelque chose du genre, vous voyez là, et ça y est, c'est parti. Ce n'est que le début de l'échappée belle. Et on va aller crescendo, bien sûr, au fil des rencontres, puisque le clan Barrow va grossir avec son frangin, sa belle-sœur, et avant un gars qui travaillait dans une station-service. Et après, il va se passer ce qui va se passer. Descente aux enfers d'une certaine manière, alors qu'on gagne de plus en plus de liberté dans cette Amérique qui ne veut pas trop que ses habitants la prennent vraiment, cette liberté, alors que les conditions financières, économiques, de vie, etc. étaient très précaires dans les années 30. C'est ça qui fait la force du film aussi, c'est qu'il s'inscrit dans cette période très compliquée de la Grande Dépression. Et forcément, après, ça se déroule. Et on sait comment ça va se terminer. C'est un film historique qui prend pas mal de liberté quand même sur l'histoire. Et donc, on va jusqu'au bout, jusqu'à la mort du duo. Et celle-ci est rentrée dans l'histoire du cinéma par rapport à une fin très brutale, qui a pu être faite aussi parce que l'année d'avant, c'était pas encore tout à fait la fin, mais on ne tenait plus compte du fameux Code Hays, qui sera d'ailleurs complètement banni, on va dire, annulé par la suite. Donc forcément, fin du Code Hays, début du nouvel Hollywood, Arthur Penn qui tente des choses ici, sur la mise en scène, sur la narration, et avec actrices et acteurs principaux, au moins pour les deux, qui ont ce charisme, et ce lien avec la caméra aussi, d'une certaine façon, et l'alchimie entre les deux qui va faire que, à jamais, Bonnie and Clyde, le film, restera donc dans les annales. C'est une découverte tardive me concernant, donc. Je connaissais le film quasi par cœur, sans l'avoir vu. Enfin, c'est faux de dire cela, bien évidemment, mais je savais un peu les tenants et les aboutissants. Je connaissais l'histoire aussi. Alors, forcément, c'est une semi-découverte. On en attend des choses extraordinaires d'une telle œuvre. Et j'ai beaucoup aimé, mais vraiment. Je ne sais pas à quel point un jour je l'apprécierai à sa juste valeur, parce que ce n'est qu'un premier visionnage, mais ce qui est certain, c'est qu'on le voit ici, le pan, dans l'histoire du cinéma américain, mais même mondial. C'est assez amusant d'ailleurs de voir que ça a failli
être François Truffaut à la réalisation, ça aurait peut-être pas été pareil, ça aurait été peut-être tout aussi bien mais autrement. Ça aurait pu être Godard aussi, puisque Truffaut ne pouvait pas, et il faisait Fahrenheit 451, et Godard a laissé le bébé aussi. C'est marrant parce que l'introduction du film pourrait être du Godard, presque, presque. Et donc c'est devenu un film d'Arthur Penn qui a senti le truc là, avec cette histoire de vent de révolte aussi, qui courait forcément dans la société américaine au même moment, donc la libération aussi des créateurs avec la fin du Code Hays, les mouvements civiques, etc., avec la guerre du Vietnam qui va commencer aussi à, voilà, le mouvement hippie, bah, bref, toute cette période-là, c'est ici un génie cinéaste qui a su, voilà, aller dans le sens du vent peut-être, mais avec brio et avec un geste derrière. Parce que ce qu'on voit là, on l'avait peut-être jamais vu avant, du moins dans un film estampillé hollywoodien. Certains gros plans, d'ailleurs le film commence comme ça, la caméra qui va pas forcément être stable, on n'est pas ici dans l'académisme de l'âge d'or hollywoodien, qui de toute façon depuis quelques années était là en transition. Hein. Rien que voilà, il y a une vibe là qui fait que ce film paraît ultra moderne, et on voit la D de sortie, 1967. Donc tu comprends, même avec le recul, même quand tu connais un peu tout de cette période, enfin tout, les grandes, on va dire, lignes, bah ce film, quand tu le vois, tu te dis c'est l'évidence. Et là-dedans, on va y retenir plusieurs scènes. Alors je vais rester vague et évasif sur beaucoup de choses, parce que sinon je pourrais faire une vidéo d'1 heure, mais il faudrait que je revoie cela, il faudrait que j'écrive, que je fasse des analyses. C'est pas le but d'un pro-ciné critique, donc si vous tombez sur mes vidéos, vous le savez déjà. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, au-delà donc du magnétisme, etc. C'est l'introduction du film et sa scène d'introduction. Parce que, oui, avant la première scène, le premier plan, tout ça, on a un défilé de photos et même des petites biographies, photos un peu sépia, qui nous mettent donc dans l'histoire. C'est intéressant parce que d'emblée, Arthur Penn et ses scénaristes, on va les citer, hein, David Newman et Robert Benton, qui se sont d'ailleurs appuyés sur un bouquin historique, hein, pour faire l'histoire ici. Et bien, d'emblée, on nous rappelle que c'est des gens qui ont existé. Donc on est dans la réalité, et la fiction va prendre le pas derrière. Parce que cette première rencontre-là, entre Clyde et Bonnie, c'est du fantasme de scénaristes et de cinéastes. Dans le sens où on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, plus probablement chez une amie de Bonnie et tout, mais pas du tout avec Clyde qui essaye de voler la voiture de maman. Et certainement pas non plus avec Bonnie qui est seule dans sa chambre, tout tenue à s'ennuyer. Et vous voyez comment le film s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette liberté qui est prise, clairement, et voilà, le rouge à lèvres, comme ça, elle se retourne vers la glace, et puis après, bah, bon, attention, j'allais dire, ouais, ça reste soft quand même, mais elle est nue, et elle sait pas quoi faire. Donc ça, c'est la jeunesse qui déprime, qui est un peu dans le blocage de sa vie, forcément, avec la Grande Dépression, et ça en dit long déjà. Et elle sort, et c'est une femme libre qui va prendre le dessus sur ce jeune homme, pour après aussi se laisser, on va dire, prendre par cette rencontre-là. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre qui en 2 temps, et finalement les deux s'accordent très vite, et c'est extraordinaire comme début de film. Et forcément l'écho avec la fin est d'autant plus terrible, parce que bon, la fin est beaucoup plus proche de la réalité certainement, mais Arthur Penn n'y est pas allé de main morte, c'est pas juste 2-3 balles comme ça, hein. C'est en rafale, et le montage et tout fait que, et je vais pas forcément aller plus en détail sur celle-ci, peu importe, vous pouvez voir le film en sachant que ça va être comme ça. De toute façon, moi je l'ai découvert en sachant exactement, et en ayant déjà vu la scène de fin d'ailleurs, ça ne m'a pas spécialement dérangé. Tu sais de toute façon que ça se terminera mal. Le film est jalonné ainsi, même pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, de signes avant-coureurs. À un moment, par exemple, le personnage Gene Wilder et tout, un citoyen honnête avec sa femme, ils sont arrêtés par le gang Barrow, le gars il est entrepreneur en pompe funèbre. Ça annonce quelque chose, quoi. Voilà, la mort, elle arrive, elle est là, et puis elle est là même avant la fin, de toute façon. Et c'est un film qui est assez âpre et violent, forcément, avec cette fin, mais qui dénonce aussi la violence américaine, avec le Texas Ranger, notamment, la police, qui, voilà, on sent qu'il y a cette idée de contre-culture qui commence à poindre là, et c'est très intéressant parce que, finalement, le film ouvre quelque chose, mais est aussi un héritage. Je peux parler de Wild One par exemple avec Marlon Brando, et aussi La Fureur de Vivre, ces idées de cinéma rebelle comme cela, et aussi les films de gangsters. Mais hop, on en fait quelque chose d'autre, on sort des conventions, et on
on fait vivre le film aussi à travers certaines routes américaines, forcément, et tu sens ça que ça colle avec l'époque. Et donc forcément, là je vois ça, je pense à Bertha Boxcar de Scorsese par la suite. Tu vois bien à quel point ça va forcément infuser sur les œuvres suivantes, quoi. Donc il y a un lien, il y a une rupture, clairement, mais il y a aussi un lien avec ces films que j'ai cités, et d'autres, qui déjà amorçaient quelque chose, cette jeunesse qui ne se sentait pas bien dans cette Amérique-là. Et souvent d'ailleurs, avec en toile de fond, pas tout le temps, mais par exemple ici, la Grande Dépression. Et on le voit, hein, ça, clairement. C'est un peu comme les raisins de la colère, hein, aussi, il peut y avoir des échos. Il y a un moment, il y a une scène aussi, près du début, où il y a des fermiers qui ont dû quitter une maison qui a été donc récupérée par les banques, puisque c'est la crise. Et donc Bonnie et Clyde s'abusent là. Clyde essaye de faire viser Bonnie pour qu'elle touche un pneu, tout ça, bref, il lui apprend à tirer, quoi. Et il y a le fermier qui débarque et il va prendre l'arme et il va tirer aussi sur la pancarte qui dit que ça possède, que c'est les banques qui possèdent. Et vous avez un geste aussi dans l'écriture, ce monsieur, ce fermier, vivait là, avait construit cet endroit avec un de ses camarades afro-américains. Et là, on voit le lien de cette Amérique, une Amérique profonde, mais une Amérique unie aussi, qui a été trahie par une forme de capitalisme, oui, avec la Grande Dépression. Et qui va créer cette violence derrière, de facto, puisque comme il n'y a rien de possible, on ne peut que regagner sa vie qu'en faisant des erreurs judiciaires sur le papier, donc braquer des banques et tout. Et ironie du sort, à un moment, ils vont braquer une banque, il n'y a plus rien. La banque, eh ben, elle est en faillite. Ça rappellera ce que Tim Burton fera un petit peu, mais autrement, dans Big Fish. Ça aussi, on voit à quel point ça a inspiré beaucoup de choses par la suite. Donc il y a plein de petits trucs comme ça que je ne vais pas forcément détailler, je ne vais pas aller non plus loin dans la rivalité qu'il peut y avoir entre les deux femmes principales du clan, Blanche et Bonnie, le frangin aussi, celui qui travaillait en station-service, qui est un peu le sidekick, qui aurait pu avoir un rôle plus important, d'ailleurs dans la première version du scénario, il y avait un triangle amoureux, bisexuel du coup, entre Clyde et... son nom c'est... alors, CW, c'est ça, Mr. Moss. Ça a été un peu édulcoré quand même, parce qu'il ne fallait pas aller trop loin à l'époque encore, mais vous voyez qu'il y avait déjà des intentions et des idées de rendre cela très libre et de marquer quelque chose de nouveau, une nouvelle ère du cinéma, et ça fonctionne super bien. Voilà. Donc avec cette musique un peu country forcément, qui nous fait visiter des endroits, ça va jusque dans le Missouri quand même, hein, ça ne reste pas qu'au Texas. Donc, et puis la police, ici le Texas Ranger qui est ridiculisé à un moment, mais bon, à un moment la police va être violente, voilà, va soutirer des informations aussi à Blanche de façon assez dure, bref, on voit l'idée. Donc, c'est un film important, Bonnie and Clyde, vous voyez, j'en parle de façon très pêle-mêle et tout, mais ça m'a marqué, il y a beaucoup de choses à dire, il y a du cinéma, mais de A à Z. Je vais pas dire que c'est ma plus grosse découverte de l'été non plus, pour le coup, parce que c'est comme si je l'avais pas découvert, ce film, mais c'est quelque chose que je reverrai avec grand intérêt à la suite. Voilà, c'est comme à l'époque, quand j'avais vu Le Lauréat, j'avais vraiment aimé, mais vraiment, comme là. Mais après, il faut que ça grandisse. C'est pas que du à chaud, ça. C'est quelque chose qui va au-delà, en fait, du moment présent de la découverte, je trouve. Mais bon, en tout cas, je suis bien content de l'avoir enfin vu, de vous en avoir parlé comme ça, avec mes émotions, avec mon ressenti. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, votre parcours avec celle-ci, si vous pensez que c'est peut-être l'œuvre charnière et qui lance le nouvel Hollywood. Ça, c'est à vous de me dire en commentaire et d'apporter des précisions que je n'ai pas pu forcément dire ici. Je vous dis à la prochaine, ciao!